Sur Puisalène, il est exactement... Il est 15h sur Radio Puisalène. Et comme on vous l'avait annoncé aujourd'hui, il est l'heure de retrouver la finale des petits champions de la lecture en direct de la salle Jackie Denain où nous allons retrouver Nicolas et Edwige. Oui, merci Alexandre. Bienvenue à toutes et à tous dans la salle Jackie Denain. Bonjour à tout le monde. Bonjour Nicolas, bonjour Monsieur Lelon. Donc là, nous allons faire 45 minutes ensemble de lecture des petits champions. Et voilà, je pense que on va vous souhaiter bonne chance aux enfants de Carlepont et de toutes les environs. Monsieur Lelon, je pense qu'il y a un petit message, un petit mot à dire en ce qui concerne peut-être le règlement de cette petite lecture des champions de... Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Nous accueillons les finalistes de l'Oise du concours national des petits champions de la lecture. Ils sont 9 et ils auront chacun 3 minutes de lecture. Et juste avant, ils vont nous présenter leur ouvrage et nous dire quelques petits mots sur ce livre. Alors, il faut savoir pour nos amis auditeurs que avant le début de ce live ici, donc sur nos 3 fréquences, il y a eu un tirage au sort qui a été effectué par le président du jury, donc Monsieur Brandolan, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Noyon, qui a déterminé l'ordre de passage de chaque finaliste. Et donc cet ordre de passage a maintenant été défini. Et je pense que nous avons tout dit, que nous allons pouvoir commencer cette finale départementale des petits champions de la lecture. On y va, c'est parti. Monsieur Lelon, c'est à vous pour le premier finaliste. Merci. Donc on appelle Bertrand. Sous les applaudissements. Alors, est-ce que tu as besoin d'un pupitre? Non, pas besoin. Allez. Alors, tu vas bien te mettre près du micro. Alors, Bertrand, tu viens de quelle commune? Beauvais. De Beauvais. Voilà, tu parles bien ici. Comment s'appelle ton livre? Le pitre de la classe. Et tu peux le résumer un tout petit peu pour l'assistance? Donc c'est l'histoire de Barry Boone, 12 ans. Plus tard, il veut devenir comique de grande renommée, mais ses camarades le considèrent comme un gros nul. Personne ne rit à ses blagues, sauf Angéline, sa meilleure amie. Un jour, il y aura un grand concours qui sera organisé dans son école, et il va s'y inscrire. Ses parents vont lui demander d'arrêter de faire ses blagues. Et il va se faire des amis. Et le jour du spectacle, il ne sait pas s'il va se présenter. Bien. Eh ben écoute, dès que tu entendras la petite sonnette, ça voudra dire que tu as 3 minutes pour ta lecture. Prêt? Barry prit plusieurs respirations profondes. C'était censé l'aider à se détendre, et pourtant, il avait la tête qui tournait. Nous avons vu beaucoup de candidats, lança Miss Longadget, mais il reste encore un jeune talent. Je vous présente Barry W. Boone. Barry fit pipi dans son pantalon. En avançant sur la scène, Barry tenait son gros sac en papier devant lui. Il n'avait aucune idée de l'étendue de la tache de pipi, ni même si ça se voyait. Cependant, comme il portait un pantalon blanc, il était pratiquement sûr que les gens le remarqueraient. En tout cas, pas question de lâcher le sac pour vérifier. Barry va raconter des blagues, lança Miss Longadget. Il entendit les applaudissements et les encouragements d'Abel, de Gus et de Melissa. Mais il ne pouvait pas les voir parce que les projecteurs étaient braqués sur lui. Il était ébloui, alors que le public restait dans l'obscurité. « Merci, Miss Longjambe » déclara-t-il. Le public éclata de rire. « Eh bien, Barry !» s'écria Miss Longadget d'un air faussement gêné. « Je n'aurais jamais cru que tu avais remarqué. » Le public rit à nouveau. Barry mit quelques secondes à se rendre compte de ce qu'il avait dit. Je suis désolé, bégaya-t-il. Il entendit ces paroles retentir dans les haut-parleurs, comme Peter Primes l'avait signalé. Il avait l'impression d'entendre sa voix avant même d'avoir prononcé un mot. Il fixa l'assistance, l'esprit absolument vide. Impossible de se rappeler comment elle était censée commencer. Mes amis m'appellent Baboun. Et mes amis, c'est vous.
Il ne savait pas pourquoi il avait déclaré une chose pareille. On aurait dit un politicien, pas un comique. Vous comprenez? On prend le B de Barry et le B de Boone. Et ça fait... Non, attendez. J'ai dit Boone? Il me faut... Bon, je recommence. Non, je ne recommence pas. Il ne faut jamais recommencer. Décidément, je n'aurais jamais dû manger un blaireau mort au petit déjeuner. Tout sortait de travers. Il n'était pas censé dire ça tout de suite. Et on n'avait pas de sirop d'érable. Il entendit Abel rire à gorge déployée. Personne ne l'imita. Ça me rappelle ce peintre, Montbossa. Soudain, Reinderkut et Paul Musternberg surgirent devant lui. D'instinct, Barry lâcha les sacs en papier, attrapa son chapeau à deux mains et le tint fermement sur son crâne pendant que Paul, lui, écrasait une tarte à la crème dans la figure. Puis Ryan l'aspergea de la tête aux pieds avec un siphon d'eau gazeuse. Les deux garçons disparurent aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Il y eut quelques exclamations étouffées, mais les gens restaient sous le choc. Personne ne bougeait. Puis Miss Longadje se leva dans un silence absolu. Bien, bravo Bertrand. Tu peux redescendre. Voilà, tu peux t'asseoir. Alors, le candidat suivant. C'est Lola. Voilà. Allez, Lola, vas-y. Alors, tu viens de quelle commune, Lola? Ménieulé-Montigny. Ménieulé, vas-y, rapproche-toi un petit peu du micro. Tu viens juste à côté. Voilà. Quel est le titre plutôt de ton livre? Il faut sauver Cooper. D'accord. Tu peux le résumer un tout petit peu? En fait, c'est l'histoire de Manon, une jeune adolescente qui est cavalière. Elle monte Cooper son poney, mais elle rencontre un problème et le passage que je vais vous lire, c'est quand elle rencontre ce problème. D'accord. Eh ben écoute, dès que tu vas entendre la petite sonnette, ça sera à toi de partir. Le temps de régler. Tandis qu'elle parlait, Cooper se coucha sans crier égard et se roula de nouveau par terre. Quand il se releva, couvert de sable, il ressemblait à une escalope panée. Manon se mordit les lèvres. C'était vraiment à pleurer. Il n'avait jamais été malade. Et maintenant qu'il était sous sa responsabilité, il se tordait de douleur. Madame Connor tenait beaucoup à lui. Elle n'avait pas eu le cœur de le vendre lorsque sa fille, qui vivait maintenant aux États-Unis, était devenue trop grande pour les monter. Il était donc resté au club de l'Émeraude, menant une existence tranquille, jusqu'à ce que Manon commence à s'occuper de lui, car depuis qu'elle en avait la charge, il reprenait du poil de la bête, comme si, grâce à elle, il vivait une deuxième jeunesse. Quand Madame Connor lui avait demandé si elle pouvait s'occuper de lui pendant son séjour chez sa fille, Manon avait tout de suite accepté. Ses parents partiraient en vacances sans elle. Ce n'était pas un problème. Qu'aurait-elle pu rêver de mieux que d'avoir Cooper pour elle toute seule pendant un mois? Pas une seconde, elle n'avait imaginé qu'il pourrait tomber malade. Le poney se mit à gratter le sol avec ses intérieurs. Manon tira sur la longe, en douceur, pour ne pas l'énerver davantage. Et il la suivit en renâclant. Manon consulta sa montre. Que faisait la vétérinaire? Livaré n'était pourtant pas loin. Cooper transpirait abondamment. Ses flancs dégoulinaient de sueur et il avait les naseaux dilatés. Ils s'arrêtaient tous les deux pas et fouillaient le sable avec frénésie. Manon s'approcha de lui avec précaution et le caressa à la racine du toupet en lui parlant gentiment pour le rassurer. Il n'eut aucune réaction. Au bord des larmes, elle prit son téléphone dans sa poche et pressa la touche de rappel. Contrairement à la fois précédente, Julie Verdier répondit aussitôt. « Oui, c'est encore moi, Manon Fleming. Je suis désolée de vous déranger, mais ça ne va pas du tout. Cooper transpire comme un fou. Je ne sais plus quoi faire. Pas d'affolement, la raisonna la vétérinaire. Tu as réussi à le sortir? Oui. Parfait, continue à le faire marcher. Et surtout, garde ton calme. En paniquant, tu ne peux que lui communiquer ton anxiété, ce qui est très mauvais pour lui. Respire fort. Je suis en route, j'arrive tout de suite. Ok? Manon raccrocha d'une main tremblante. T'inquiète, l'encouragea Pauline en lui passant un bras autour des épaules. Elle va lui faire une piqûre et il ira tout de suite beaucoup mieux. Elle n'avait pas fini sa phrase qu'une camionnette bleue s'engageait dans l'allée. Une jeune femme élancée en descendit. Elle attrapa sa trousse sur le siège du passager et se hâta vers le manège.
Bravo. Alors. Pia qui va voter. D'accord. Alors, Pia, tu viens de quelle commune? Crèvecoeur-le-Grand. Crèvecoeur-le-Grand. Je rappelle pour les auditeurs que le concours concerne les enfants de CM2 uniquement. Hein. Alors, quel est le titre de ton livre? L'enfant. L'enfant. D'accord. Ah, excusez-moi. Et tu résumes un tout petit peu? Oui, donc c'est une poule, une vache, un mouton, un enfant et un loup. Donc l'enfant il dit qu'il sert à rien du tout. Donc ses amis décident d'aller voir un loup dans la forêt qui peut peut-être l'aider. Donc là c'est à ce moment-là. D'accord. Alors dès que tu vas entendre la petite sonnerie, tu pourras commencer la lecture. Mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il n'a pas peur des loups? Ben non. Je suis un enfant des villes. J'ai peur des chiens, pas des loups. La vache a parlé au mouton et la poule au loup. Et puis les quatre m'ont regardé avec des yeux bizarres. Et le mouton a dit: mords-lui les mollets. Moi, si j'avais des dents, je commencerais par les bras. Ils ont l'air bien dodus. A conseillé la poule: les fesses, les fesses, les fesses. A crié la vache. J'ai commencé à avoir peur, un peu comme le jour où j'ai cru qu'il y avait un cambrioleur dans mon salon, un monstre au son lit, un autre dans le placard et des endives au jambon à table. Mais le loup m'a reniflé et a crié: pouah, il est pollué cet enfant, il sent les pots d'échappement. Et le poulet aux hormones, j'ai pas envie de m'empoisonner avec un enfant des villes. Reprenez-le. Alors je me suis dit: c'est donc vrai, je ne sers à rien du tout, même le loup ne veut pas de moi. Tu veux qu'on termine à tes parents? M'a proposé la poule. Bof, mais si, je suis sûre qu'ils sont très inquiets, m'a dit la vache. Ils doivent te rechercher partout, a dit le mouton. Ça m'étonnerait, et j'ai pleuré si fort que le jour où je m'étais cogné la tête, mordu langue et retourné le pouce en même temps. Oh, il est triste, a dit la vache. Tu veux jouer à saut de mouton? M'a proposé le mouton. Ou à la ferme? M'a dit la vache. Ou à tape-tape la poule? M'a demandé la poule. Non, laisse-moi tranquille. On peut devenir tes amis, si tu veux, a dit le mouton. Je ne suis pas ami avec les traites qui piègent les enfants. On ne le fera plus, a dit la poule. Promis, a dit la vache. C'est sûr, a dit le mouton. Écoutez, vous êtes gentil, mais vous m'avez fait comprendre que je suis un bon à rien. Laissez-moi tranquille. Bien, bravo. Alors, on va appeler Sarah. Notre quatrième lectrice. Alors, Sarah, tu viens de quelle commune? De Laigneville. Laigneville. Alors, quel est le titre de ton livre? C'est le journal d'une grosse nouille. Tu résumes un tout petit peu pour tout le monde? Alors, c'est l'histoire de Niki, une collégienne, qui va partir avec ses parents et sa sœur au théâtre voir Casse-Noisette. Alors, Niki, elle ne s'entend pas très bien avec sa sœur Brianna. Elle ne fait que des bêtises avec elle et ne lui obéit jamais. Et au théâtre, comme d'habitude, elle va faire de grosses bêtises. Bien, alors dès que tu entends la sonnette, tu peux commencer ta lecture. Niki, raconte-moi l'histoire de la sœur de la princesse Dragée, s'il te plaît, a supplié Brianna. J'ai levé les yeux au ciel. C'était une histoire compliquée et Brianna avait la capacité de concentration d'un beignet. Brianna est égale à un beignet. Bon, Clara, la sœur de la princesse Dragée, a un jouet en bois. Quand son frère le casse, il prend vie et très vite, la maison est envahie de rats dansants qui visitent un pays plein de bonbons et de friandises. Peu à peu, le méchant roi des rats commence à prendre possession de leur monde. Des bonbons et des friandises?
s'était criée Brianna d'une voix perçante, ignorant tout ce que je venais de lui raconter sur les coups du sort et les rongeurs d'encens. Tu crois qu'il y a aussi du gâteau au chocolat? Oui, il y a toutes sortes de friandises que tu peux imaginer, ajoutait maman d'un air songeur. Les fleurs, les arbres et les châteaux sont en sucre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous nous sommes tous installés dans la voiture et une demi-heure plus tard, nous arrivions devant un immense théâtre, très chic. Tout le monde était en tenue de soirée. Maman nous avait réservé des fauteuils au premier balcon pour que nous puissions bien voir la scène, mais devine qui était coincé à côté de Brianna? Moi, je pensais que papa et maman l'avaient fait exprès, parce que pendant que l'orchestre s'échauffait, ils se sont levés pour aller discuter avec des amis. Ils me prenaient pour qui? Mary Poppins? Nanny McPhee? Tout à coup, alors qu'on entendait que le spectacle commence, Brianna s'est mise à balancer ses jambes et à taper dans le fauteuil devant elle, tout en chantant une chanson super énervante qu'elle venait d'inventer. Bonbon, dragée et langue de chat, monsieur le rat, ne les grignote pas, sinon tu auras affaire à moi, une chauve-souris te frappera. Un homme en smoking d'un certain âge s'est retourné et nous a lancé à toutes les deux un regard mauvais. N'importe quoi, ce n'était pas moi qui chantais en tapant de ce fauteuil. Brianna, arrête de donner des coups de pied dans le dos de ce monsieur. Reste un peu tranquille s'il te plaît. Salut monsieur Crâne d'œuf. Comment ça se fait que ta tête brille comme ça? Tu sais, moi je porte une nouvelle robe. Et pour mon anniversaire, j'aurai du gâteau au chaud. J'ai lâché. Brianna, tais-toi! Merci Sarah. Alors notre 5e lecteur c'est Grégoire. Le régional de l'étape, puisque Grégoire c'est Carlepont. Voilà, bien dans le micro. Alors Grégoire, quel est le titre de ton livre? Demain. Tu résumes un tout petit peu? C'est 2 enfants et leurs parents qui vont dans d'autres pays pour voir comment ils font pour travailler sur l'écologie. Bien, eh ben écoute, dès que tu entends la sonnette, tu peux commencer la lecture. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé d'écologie avec vos parents. Moi, ça ne m'était jamais venu à l'idée. D'abord, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'avais juste entendu le mot quand papa parlait du copain de maman qu'il appelle l'écolo. Ça veut dire qu'il a les cheveux longs, gras, qu'il fabrique lui-même son dentifrice à l'argile et qui vous fait des réflexions à tout bout de champ sur les bonbons, le coca, les baskets. Du coup, je croyais qu'écolo, c'était un peu comme une insulte, genre relou. Et puis, ça m'est tombé dessus. Un mardi, une journée noire. Le matin, en sortant de la maison, je me disais bien qu'il y avait un peu de brouillard, mais je n'y ai pas fait plus attention que ça. À l'école, la maîtresse nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de récréation et qu'on resterait dans la classe toute la journée à lire des livres à cause de la pollution. Je ne vous raconte pas le bazar dans la cause de la pollution. Enfin, c'est ce qu'il dit. Alors, la maîtresse nous a expliqué pourquoi aller dans la classe ce jour-là, c'était comme être dans une pièce où 8 personnes fument des cigarettes en même temps. Déjà, une clope avec la fenêtre fermée, j'ai envie de m'enfuir, alors 8. On a quand même voulu savoir d'où venait toute cette fumée, des fois que la maîtresse délirait un peu. Et c'était les gaz balancés par les voitures, les camions, les avions qui restaient coincés au-dessus de Paris. À cause de je ne sais plus quoi, mais c'était vraiment grave. Non seulement ça donnait le cancer des poumons et des maladies du cœur, mais ça empêchait aussi les enfants qui avaient de l'asthme, comme Jade ou Max, de respirer. Alors on s'est calmé, et à l'heure de la récré, on a lu des livres tout pourris du CDI. Super! À midi, on n'en pouvait plus. Et on était trop contents de se lever pour aller à la cantine. Gaspard a couru comme un dingue, et c'est lui qui a vu le menu en premier. J'avais la dalle. Il est revenu avec une tête de 6 pieds de long. Il a juste dit « Journée sans viande ». J'avais envie de pleurer.
Merci Grégoire. C'est bon, tu peux y aller. Alors, 6e, on va accueillir Hélène. Alors Hélène, de quelle commune tu viens? Vas-y, avance un petit peu. Senlis. Voilà. Pardon? Senlis. Senlis. Quel est le titre de ton livre? Le conte des 3 frères. Alors vas-y, résume-nous un tout petit peu l'action. C'est l'histoire de 3 frères qui partent en voyage. Sur le chemin, ils rencontrent une personne très étrange qui leur barre le passage. Vont-ils pouvoir traverser? Bien, eh ben, écoute, dès que tu entends la petite sonnette, c'est à toi de lire. Il était une fois 3 frères qui voyageaient au crépuscule le long d'une route tortueuse et solitaire. Après avoir longtemps cheminé, ils atteignirent une rivière trop profonde pour la traverser à gué et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les 3 frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Ils étaient arrivés au milieu du pont lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux en leur interdisant le passage. C'était la mort et elle leur parla. Elle était furieuse d'avoir été privée de 3 victimes, car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais elle était rusée. Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur talent de magicien et leur annonça que chacun d'eux avait droit à une récompense pour s'être montré si habile à lui échapper. Le plus âgé des frères, qui aimait les combats, lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres, une baguette qui garantirait toujours la victoire à son propriétaire dans tous les duels qu'il livrerait, une baguette digne d'un sorcier qui avait vaincu la mort. La mort traversa alors le pont et s'approcha d'un sureau sur la berge de la rivière. Elle fabriqua une baguette avec l'une des branches et en fit don à l'aîné. Le deuxième frère, qui était un homme arrogant, décida d'humilier la mort un peu plus et demanda qu'elle lui donne le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort ramassa alors une pierre sur la rive et la donna au deuxième frère en lui disant que cette pierre aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Elle demanda ensuite au plus jeune des 3 frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune mais aussi le plus humble et le plus sage des 3, et la mort ne lui inspirait pas confiance. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Puis elle s'écarta et autorisa les 3 frères à poursuivre leur chemin, ce qu'ils firent, s'émerveillant de l'aventure qu'ils venaient de vivre et admirant les présents que la mort leur avait offerts. Au bout d'un certain temps, les 3 frères se séparèrent, chacun se dirigeant vers sa propre destination. L'aîné continua de voyager pendant plus d'1 semaine et arriva dans un lointain village. Il venait y chercher un sorcier avec lequel il avait eu une querelle. À présent, bien sûr, grâce à la baguette de sureau, il ne pouvait manquer de remporter le duel qui s'ensuivit. Laissant son ennemi mort sur le sol, l'aîné se rendit dans une auberge où il se vanta haut et fort de posséder la puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne, une baguette qui le rendait invincible, affirmait-il. Cette même nuit, un autre sorcier s'approcha silencieusement du frère aîné qui dormait dans son lit, abruti par le vin. Le voleur s'empara de la baguette et, pour faire bonne mesure, trancha la gorge du frère aîné. Ainsi, la mort prit-elle le premier des 3 frères. Bien, bravo, merci. Alors, on va accueillir maintenant Margot, la 7e lectrice. Voilà, Margot. Alors, tu viens de quelle commune, Margot? De Senlis. Senlis, également. Le titre de ton livre? Ça s'appelle Amitié toxique. Tu résumes un tout petit peu? C'est l'histoire de 2 jeunes filles qui ont une 12aine d'années et qui se détestent. Et leurs parents, ils sont séparés et ils vont tomber amoureux. Et du coup, elles vont devoir vivre ensemble tous les jours et ça va pas être facile tout le temps. Et dans le tome 2 que je vais vous lire, il y en a une des 2 qui va partir pour Paris parce qu'elle s'habite au Québec. Et je vais vous lire l'avant-dernier chapitre quand elle revient de son voyage. D'accord. Écoute, dès que tu entends la sonnette, c'est à toi de lire. Samedi matin, j'ouvre les yeux et je suis confuse. Mais où suis-je? Pas dans la chambre toute verte que j'occupais à Paris, dans la maison de grand-mère Cœur de Lion. Ça, c'est sûr et certain. Je me frotte les yeux pour retrouver ma chambre. Yes, enfin! Oh zut, je me suis endormie toute habillée. Ma belle robe jaune sera toute froissée. Mais qui m'a retiré mes sandales et mon jeté rose?
Je n'ai aucun souvenir de m'en être découverte. Suis-je devenue somnambule? Ça doit être papa ou Nathalie. Cela réglé, je me lève en hâte. Laura doit être là, elle ne peut tout de même pas avoir passé la nuit chez Constance. Je me sens comme une petite fille le matin de Noël. Mais aujourd'hui, Mère Noël, c'est moi. J'ai hâte de voir l'expression de Laura lorsqu'elle ouvrira ses cadeaux. Mon ventre qui crie famine me rappelle que je n'ai pas dîné hier soir. Ai-je même déjeuné? Avec le voyage depuis Paris et notre arrivée mouvementée, je n'ai même pas souvenir d'avoir mangé un véritable repas depuis celui que j'ai avalé du bout des lèvres dans l'avion. Mon ventre crie comme un damné. Pas grave, je dois voir Laura afin de faire autre chose. C'est impératif. A-t-elle ouvert ses cadeaux? Si oui, est-elle contente? Ai-je bien choisi? C'est des questions qui me rongent depuis des semaines. La maison est bien silencieuse. Il fait encore noir. Quelle heure peut-il être? Je regarde mon réveil. Il n'est que 4 heures du matin. Encore ce sale décalage horaire qui me joue des tours. Mais que faire? Me recoucher et essayer de dormir ou me lever? Rien ne sert de regarder le plafond dans le noir. Aussi bien allumer et voir clair. J'ai grand besoin de prendre une douche. Je me sens toute burk d'avoir dormi sans me laver hier soir. Je n'ai même pas brossé mes dents. C'est horrible. Le bonheur d'avoir une salle de bain personnelle et que je peux l'utiliser sans déranger la maisonnée. Au pire, le son de l'eau dans les tuyaux sera perceptible, mais pas suffisant pour réveiller ces marmottes. Je suis la seule lève-tôt ici. Et, à l'heure qu'il est, je dirais même que je suis une lève-nuit. Si j'avais mieux calculé le temps requis pour faire griller du pain croûté dans le petit four, l'alarme d'incendie n'aurait pas ameuté toute la maison à 4h46 ce matin. J'aurais tellement dû me contenter d'un bol de céréales. La fumée bleue est partout dans la cuisine. Si je n'avais pas beurré mes rôtis avant de les mettre sur la petite grille, peut-être que les flammes ne se seraient pas mises de la partie. Je suis prise entre le grille-pain et l'alarme. Du coup, j'opte pour me servir d'un linge à vaisselle pour éteindre les flammes. Mais il prend feu. Les flammes montent de plus en plus haut. Au secours! À l'aide! Papa! Bien, bravo. Je crois que le jury va avoir du boulot. Ça va pas être facile, cette affaire-là. Comme chaque année, mais là... Alors, on en est à Loïs. 8e et donc avant-dernière à lire. Allez, Loïs. Alors, tu viens d'où, Loïs? Chantilly. Chantilly. Et quel est le titre de ton livre? Vent d'aventure. Alors, tu résumes un tout petit peu? En fait, ça parle de Alexandre et Rosalie qui vont en vacances avec leurs cousins Claire et Antoine. Et leurs grands-parents, ils s'appellent Nanou et Louis. Et au début, ils vont à la pêche aux crevettes. Et au retour, il y a une lettre étrange qui a été postée de Colombo. Et alors, ils essayent de trouver le destinataire, Erwan de Kermadec. Bien. Alors, dès que tu entends la sonnette, c'est à toi de lire. Debout, Moussaillon. Papy venait d'entrer dans notre chambre et se dirigeait vers la fenêtre pour ouvrir les volets. Il fait grand beau et il est presque 10 heures. Si vous ne voulez pas rater la première pêche de l'été, il est temps de vous lever. La mer descend, il faut partir à la plage. Papy est le maître des marées et chaque matin, il nous donne les informations pour la journée. Il connaît les horaires des plaines et des basses mers, les coefficients des marées, la vitesse du vent, les phases de la lune, les prévisions météo. Bref, c'est le chef. Avec grand-oncle Arthur, il adorait parler de la météo marine et des conditions de navigation, regarder les cartes maritimes, préparer des sorties en mer, explorer de nouvelles routes. Papy Louis avait une très grande admiration pour Arthur, qui avait été un des plus grands marins de son époque. Il avait vécu 1000 aventures aux 4 coins du monde. Je me levais d'un bond. J'avais dormi comme un loir. Et avant la tête d'Antoine qui émergeait dessous la couette, je devinais que ce n'avait été aussi agréable que la mienne. J'aperçus les filles qui passaient sur le palier, en chemise de nuit, et se dirigeaient vers l'escalier. Petit déjeuner dehors, ciel bleu, vent léger et croissant frais, claironna Louis en descendant.
Mamie nous attendait dans le jardin. Elle avait installé son matelas de gymnastique sur l'herbe face à la mer sous le grand pin tordu. Chaque matin, elle faisait du yoga et finissait toujours par une longue salutation au soleil qui m'intriguait beaucoup. Elle termina ses derniers étirements, roula son tapis et se dirigea vers nous. « Bonjour mes chéris, avez-vous bien dormi ? Regardez comme il fait beau, ça va être une journée magnifique. Est-ce que quelqu'un se sont mis lunettes ? C'est bizarre, je croyais les avoir laissées sur la table. » Mamie a un petit défaut, elle cherche toujours ses lunettes. Mais pour le reste, elle n'a que des qualités, des très grosses qualités. C'est ma mamie adorée, elle est géniale. Pour les lunettes, elle a trouvé une solution en achetant plusieurs paires qu'elle pose un peu partout, mais qu'elle finit quand même par perdre. Les vacances avec elle, c'est le paradis sur terre. Pas de règles, laissez-les donc vivre ces pauvres enfants, dit-elle toujours à nos parents. C'est les vacances. Ils sont obligés d'obéir toute l'année, de respecter les horaires, les consignes, de faire des devoirs, d'écouter. C'est l'enfer, la vie d'un écolier. Alors pendant les vacances, par pitié, laissez-les respirer. Bien, bravo Emma. Notre dernière lectrice, Emma. Alors, tu viens de quelle commune ? De La Morlaix. La Morlaix. Et quel est le titre de ton livre ? Crin blanc. Tu nous le résumes un petit peu ? Alors, c'est l'histoire d'un cheval sauvage dans le nord de la Camargue et d'un grand garçon qui s'appelle Folco et qui va rencontrer ce cheval. Bien. Alors, dès que tu entends la sonnette, ça sera toi de lire. Ce jour-là, ainsi que chaque matin, pendant que son grand-père raccommodait les filets et que son petit frère jouait au soleil, lui, dans son barquet, partait pour la pêche. Folco avançait sans bruit, au milieu des fleurs blanches qui couvrent les étangs, quand il aperçut Crin blanc. Il n'avait jamais vu un cheval si beau. Comme il se demandait pourquoi Crin blanc était là tout seul, il entendit derrière lui des pas dans l'eau. C'étaient les gardiens qui recherchaient Crin blanc. Cette fois, au lieu de se sauver, Crin blanc fit face au cavalier et avec un hennissement sauvage, il s'élança contre le manadier qu'il renversa de sa monture. L'homme, furieux, se releva en s'écriant « Cette sale bête, celui qui la veut, je la lui donne !» Folco s'approcha et doucement lui dit « Vous la donneriez ? Même à moi ? » « Oui, même à toi, petit. Mais quand tu l'auras attrapé, tes poissons, eh bien, ils auront des ailes. » Et avec un gros rire méchant, comme s'il avait voulu se venger d'avoir été désarçonné par Crin blanc, le manadier s'en alla. Folco était très triste que le manadier se fût moqué de lui. Mais en même temps, il se disait en lui-même « Si je l'attrape, Crin blanc, il sera bien à moi maintenant. » Folco savait lire les traces sur le sol et retrouva bien vite Crin blanc. Il s'approcha tout doucement de lui, sans respirer, comme s'il voulait surprendre un gros poisson. Puis brusquement, il lança une corde autour du cou du cheval, qui se cabra, bondit et partit au grand galop, entraînant le pauvre petit pêcheur. Affolé par cet objet qui rebondissait sans cesse derrière lui, Crin blanc galopait autant qu'il pouvait. Mais Folco, bien qu'à moitié noyé, tenait bon. Heureusement, Crin blanc s'arrêta et, inquiet, se retourna pour voir ce qui le suivait ainsi partout. Il vit ce petit sauvage, tout noir debout, qui le regardait comme on regarde un ami. Et lorsque Folco se leva et s'approcha de lui, Crin blanc se laissa caresser pour la première fois. Bravo. Alors maintenant qu'on a fait le tour de tous nos lecteurs,
et avant que le jury aille bien sûr délibérer, et on va lui souhaiter bon courage. Je rappelle que les membres du jury ont un document qui est envoyé par les responsables nationaux du concours avec des critères bien précis qu'ils doivent évaluer. Hein. Et je rappelle aussi que l'importance de ce concours, c'est avant tout cette participation. Il y aura forcément 8 ou on est 9, il y aura 8 déçus peut-être tout à l'heure. Hein, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment que tout le monde ait participé. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier, enfin vous demander aux parents, parce que la plupart des gens qui sont ici sont des parents, de remercier les enseignants qui ont participé avec leur classe, parce qu'il y a quand même eu un travail avant dans les classes pour sélectionner les enfants. Donc de les remercier d'avoir participé à cette opération, hein, de ce qu'on appelle maintenant les méthodes un petit peu plus nouvelles, un petit peu plus actives. Et ce type d'action, on va dire, hein, c'est pas un concours vraiment, c'est plutôt ce qu'on appelle maintenant la coopétition. Hein, c'est-à-dire que c'est un mélange de coopération et de compétition. Hein, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Hein. Voilà, un petit mot quand même, parce que je sais que souvent, à la fin du concours, il y a forcément quelques enfants qui sont déçus. Mais le plus important quand même, c'est qu'ils étaient sur scène ici. On a vu la qualité quand même, hein, la qualité des enfants, la façon de lire, etc. Je crois qu'ils ont tous été vraiment très très performants. Ils n'ont pas usurpé leur place en finale. Donc on peut les applaudir encore une fois. Ouais. Voilà, merci pour eux. Donc, Monsieur Brandolan et ses collègues membres du jury vont se retirer dans une petite pièce. Je pense qu'après, Nicolas, peut-être qu'il y aura aussi un petit tour dans la salle, des petites interviews. Comme l'année dernière, effectivement, on va faire le tour un petit peu dans cette salle Jackie Denain. On va interroger, voir quelles ont été les réactions dans cette première partie. On va souhaiter bon courage aux membres du jury qui vont aller dans la salle d'interview faire leur délibération. Et on va retourner tout de suite avec Alexandre à la régie numéro 1 pour la suite des programmes musicaux de Puisalène. C'est à toi, Alexandre. Oui, merci Nicolas. Eh bien, on va partir en musique avec, entre autres, Calogero et le portrait, suivi de Amine, Je voulais. Et on se retrouve dans quelques minutes pour les résultats de cette finale départementale des petits champions de la lecture sur Radio Puisalène. Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde. Au cœur de votre région, Puisalène FM. Et c'était Lindsay Sterling avec Crystallise sur les ondes de Radio Puisalène. Ça y est, c'est le moment tant attendu. On va retrouver Nicolas et Edwige dans la grande salle Jackie Denain pour enfin soulager les enfants et avoir enfin les résultats. Et en tout cas, je voudrais leur dire bravo et bonne chance. Eh ben, merci Alexandre de nous redonner la parole ici dans cette salle Jackie Denain. Ça y est, les délibérations sont terminées. Je crois que ça a été plus court que l'année dernière, hein, d'ailleurs. Oui, le jury a été un peu plus rapide que l'année dernière. Peut-être pas aussi unanime que l'année dernière, je ne sais pas. Les délibérations sont secrètes. On va pas tarder à savoir. Voilà. Donc, Monsieur Brandolan, président du jury, si vous voulez bien venir sur scène avec vos collègues membres du jury. Et on va appeler tout de suite, ça sera donc ce que va nous dire Monsieur Brandolan, le ou la gagnante de cette finale oise du concours national des petits champions de la lecture. Et ensuite, bien sûr, on appellera tous les enfants. Il n'y a pas de classement comme je l'ai prévu tout à l'heure. Donc, tous les enfants viendront après. Ils auront un diplôme de cette finale ainsi qu'un sac avec des petits cadeaux. Et notamment, parmi les petits cadeaux, quelques livres de lecture, bien sûr. Voilà, donc Monsieur Brandolan, je vous donne la parole. Merci Monsieur le directeur. Vous l'avez souligné à plusieurs, notre tâche n'a pas été simple du tout, puisque la qualité des différentes prestations a été telle qu'il nous a fallu discuter, rechercher et savoir
comment sortir de ce magnifique groupe d'enfants celui ou celle qui représentera le département de l'Oise. Et donc, notre choix s'est porté sur Margot. Donc, si tu veux bien venir avec nous, Margot. Ah ben, je t'en prie. Tiens, tu veux dire un petit mot à l'Assemblée, peut-être ? Je sais pas. Merci beaucoup. Alors, c'est toi qui représenteras le département. Donc, tu vas hériter d'un beau document, un joli diplôme, et d'un beau souvenir. Donc, regarde, tu vas pouvoir aller à la plage là, avec ça. Par contre, tous les autres enfants vont aussi pouvoir venir, puisque ce n'est pas un classement qui a été fait. Donc c'est finalement un peu comme le concours Miss France, il faut trouver celui ou celle qui sort parmi les autres. Donc les autres enfants, s'il vous plaît, nous allons vous demander de revenir. Et puisque vous avez fait de belles réalisations également. Voilà, on en profite pour signaler à nos auditeurs que nous sommes en train de remettre actuellement les diplômes de participation et les petits cadeaux avec les livres qui seront l'occasion d'approfondir encore cette lecture. Il faut se rendre compte que c'est pas facile déjà de parler en public, c'est déjà pas évident. De parler dans une salle de spectacle, c'est encore plus compliqué. Et parler devant un public ou de 70 km autour de Carlepont, puisque Radio Puisalène émet à 70 km autour de Carlepont, c'est encore plus difficile. Donc, il faut quand même se rendre compte que c'est hyper stressant. Je pense que vous l'avez ressenti peut-être les enfants, que c'est un petit peu stressant.